C'est l'image du jour révélée par le bureau d'enquête et d'analyse. La fameuse boîte noire retrouvée, son état en dit long sur le choc, mais cela ne devrait pas l'empêcher d'en dire long aussi sur ce qui s'est produit avant le choc. On va en parler avec nos invités. Gérard Arnoux, bonsoir. Vous êtes ancien pilote de ligne et président du comité de veille de la sécurité aérienne. Daphné Desrosiers, bonsoir. Pilote de ligne vous-même. Malik Haït Aoudia, bonsoir. Vous êtes psychoclinicien à l'Institut de victimologie de Paris et spécialiste des problèmes traumatiques des proches des victimes, notamment de crash aériens. Et David Lefranc, bonsoir. Vous êtes expert des gestions de crise pour les compagnies aériennes et aussi les assureurs. Et vous avez notamment géré l'accident du Concorde pour Air France à l'époque. On va donc revenir sur cette image du jour que je vous montrais, cette fameuse boîte noire, l'une des deux qui a été retrouvée. On le disait hier avec vous sur ce plateau, monsieur Arnoux. C'est bien le voice recorder, c'est-à-dire l'enregistreur de ce qui se dit et de ce qui s'entend dans le cockpit. Voilà qui a donc été présenté à 16h par le responsable du bureau d'enquête et d'analyse. Et voilà ce qu'il a bien voulu en dire. Nous avons un fichier de données audio utilisable. Nous savons que c'est bien relatif à ce vol-là. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion sur ce qui s'est passé. Il va y avoir à la suite de ça, sur ce fichier audio, un travail détaillé pour comprendre et interpréter à la fois les sons et les voix qui peuvent être entendues sur ce fichier audio. On ne peut pas, en entendant des voix, dire c'est l'équipage, c'est le capitaine, c'est le copilote. Il faut plus de temps pour arriver à faire ce travail-là. Les pilotes étaient bien conscients? Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez entendu des voix. Oui. C'était bien les voix des pilotes? Je n'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Gérard Arnoux, vous comprenez qu'ils n'en disent pas plus? Oui et non. Oui, parce que, évidemment, l'enquête ne fait que débuter. Il y a un seul des enregistreurs qui est entre les mains du BEA. Les deux doivent être croisés. Donc, évidemment qu'on n'attend pas à ce stade des conclusions du BEA. Ça va de soi. En revanche, ils nous ont dit eux-mêmes que les données étaient exploitables. Donc, ça laisse entendre qu'ils ont écouté cette bande. Et quand on pose une question précise au directeur du BEA, on lui dit « mais est-ce qu'il y avait des voix ?» Tout simplement. On ne demande pas de savoir si c'est la voix du commandant, du copilote ou d'un intervenant extérieur. Ce qu'on lui demande, c'est est-ce qu'il y a des voix pendant ces fameuses 8 minutes fatidiques ? Parce que nous, professionnels, ça nous dirait énormément de choses. En tout cas, ça nous dirait tout ce que ça n'est pas déjà, potentiellement, pour commencer. Ça nous permettrait d'éliminer beaucoup de scénarios, et notamment s'il n'y a pas de voix, aucune, ça veut dire qu'on a affaire à un équipage inconscient. Et ça veut dire, et à ce moment-là, donc, ça nous oriente très précisément vers des pistes beaucoup plus précises. Voilà. Daphné Desrosiers, vous aussi, vous regrettez que le BEA n'en ait pas dit plus aujourd'hui, pas autant qu'il apparemment en sait, puisque de l'aveu même du directeur, il a écouté en partie déjà cette bande. Alors moi, je vais peut-être me permettre d'ajouter, quand il ne veut pas déterminer l'origine des voix, il ne faut pas oublier que les contrôleurs ont appelé l'avion. Donc effectivement, il y a des voix qui ont été forcément entendues et enregistrées dans le cockpit voice recorder. Il y a peut-être des avions également en vol à qui on a demandé de faire un Mayday relais, parce que la portée VHF des avions en vol peut éventuellement communiquer avec l'avion de Germanwings. Donc après, c'est peut-être difficile parce que quand on écoute un CVR... voice recorder, enfin l'enregistreur de voix. L'enregistreur de vol, c'est très difficile, on entend mal, on n'entend pas bien. Donc déterminer qui parle, si c'est un contrôleur, si c'est un autre avion, on ne peut peut-être pas définir. Et s'avancer sur une théorie, c'est peut-être compliqué. Alors là, je vois Gérard Arnoux à côté qui... c'est-à-dire que oui, mais là, on a affaire à des Allemands qui parlent en allemand dans le poste de pilotage et les contrôleurs français qui parlent en anglais. Donc quand même, si le BEA n'est pas capable sur une première audition de savoir distinguer l'anglais de l'allemand, c'est qu'on a du souci à se faire. Mais en quoi c'était intéressant, à part pour vous, messieurs, qui connaissez tous ces systèmes et ça vous aurait aidé, mais en quoi c'était important que le BEA, avant même qu'il aille plus loin dans son analyse, soit capable de répondre à des questions aussi précises pour lesquelles il avait vraisemblablement des réponses? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Et la première, c'est les familles de victimes qui sont dans une attente d'explication. Et ça, c'est une demande. Moi, je côtoie les familles de victimes depuis de longues années. C'est une des demandes essentielles des familles, c'est de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité. C'est une de leurs premières demandes. Après, bien évidemment, la phase traumatisante, les séquelles post-traumatiques immédiates dont on a parlé. Mais deuxièmement, pour nous, professionnels de l'aviation, pour mes collègues pilotes, nos collègues pilotes,
il y a une interrogation quand même. Cet avion dont on nous dit qu'il est en parfait état, qui s'écrase de cette façon-là, c'est une terrible interrogation. On veut savoir ce qui s'est passé dans cet avion, ne serait-ce que pour éviter que ça puisse éventuellement se reproduire. Donc vous voyez, ça fait déjà 2 bonnes raisons. Hein. Et ensuite, il y en a une troisième qui est que le BEA, il est dans son rôle habituel, il ne communique, c'est un peu l'omertage. C'est la grande muette, oui. Oui, c'est la grande muette. Sauf que là, il faisait une conférence de presse, donc on se disait c'était pour dire quelque chose. Conférence de presse pour ne rien dire. Bon, moi je veux bien, mais ça pose un problème aussi parce que vous savez, les gens après vont avoir tendance à penser qu'on cache quelque chose. Et alors on arrive. Ça suscite la théorie du complot. Ouais, les théories du complot, les fantasmes qu'on voit apparaître sur Internet, tout azimut. C'est pas sain ce genre de comportement. Il vaut mieux dire ce qu'on sait, et ce qu'on ne sait pas, et dire qu'on vous dira la suite plus tard. Mais en gros, pour vous, ils en ont trop dit ou pas assez aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Malika Aoudia, l'argument sur les familles des victimes qui, évidemment, j'imagine, suivaient cette conférence de presse de près. Pour elle, vous êtes d'accord, vous partagez cet avis-là? J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit, effectivement, et je rajouterais juste que pour les familles des victimes, il faut savoir que dans des circonstances de crash d'avion, comme celui qu'on vient de vivre, les familles vont faire ce qu'on appellerait le deuil, donc le processus de deuil, le fait d'acter ce qui s'est passé, parce que c'est très violent ce qui s'est passé, c'est soudain, c'est inattendu, c'est des circonstances très violentes, et les informations, la source d'information est vraiment importante, de savoir qu'il y a des gens référents qui peuvent donner des éléments tangibles qui vont permettre à ces familles de comprendre, d'esquisser, d'échafauder une première réalité qu'ils peuvent se représenter pour pouvoir se représenter ce qui s'est passé réellement. David Lefranc. Oui, je crois qu'il faut être raisonnable. Cet accident a eu lieu il y a moins de 48 heures. Personne ne demande toutes les explications ce soir. La question était de savoir s'il fallait répondre aux questions quand on avait des éléments de réponse. On n'a pas d'éléments de réponse à moins de 48 heures. Y a-t-il des voix, y a-t-il pas de voix? Non, on n'a pas d'éléments de réponse à moins de 48 heures. Et dans l'histoire de l'aviation civile, dans le cadre d'accidents majeurs comme celui-ci, jamais un bureau d'enquête, que ce soit en France, le NTSB aux États-Unis, n'a remis un avis dans les 48 heures, dans les 72 heures, même dans la semaine. C'est extrêmement risqué pour le bureau d'enquête accident que de faire des erreurs, parce qu'il y a des familles qui sont là et qui attendent effectivement des explications. Moi, on ne demande pas un avis, on ne demande pas des conclusions, on demande des éléments. Des éléments factuels, ils en ont quelques-uns, nécessairement. Et le BEA nous a démontré lors du Rio Paris qu'ils ont mis un week-end à déchiffrer les enregistreurs qu'on a mis 2 ans à retrouver. Ils savent faire ça, ils savent le faire très bien, et en 48 heures, ils savent faire parler les boîtes. Le NTSB, vous en parliez, l'équivalent du BEA aux États-Unis. C'est pas l'équivalent. Il y a une petite différence aussi, peut-être, il faut la souligner. La différence, elle est de taille. C'est que le BEA français ne répond pas à l'annexe 13 de l'OACI en matière d'enquête et accident. L'OACI, c'est l'Organisation internationale des règles de l'aviation civile. Exactement. Et elle édicte des normes et pratiques recommandées qui sont censées être suivies par les États, sauf pour les États, de justifier les divergences par rapport à ces normes. Si les divergences sont trop importantes, cet État peut être mis au banc de la communauté internationale. Bon, c'est pas évidemment pas le cas. Et pour faire simple, parmi ces règles, il y a une séparation stricte des bureaux d'enquête et d'analyse avec l'exécutif dans le pays. Exactement. Et c'est pas le cas en France. Mais c'est une demande forte de l'OACI, c'est pour éviter effectivement des luttes d'influence, du lobbying, de l'intervention du politique dans des affaires d'accidents comme ça, qui évidemment mettent en jeu beaucoup d'intérêts, comme vous pouvez l'imaginer. Et le NTSB américain, puisque vous en parliez, justement, sa particularité, c'est qu'il est totalement indépendant. Et il ne reporte qu'au Congrès. Alors que le BEA français reporte au ministre des Transports et fonctionnellement dépend du ministre des Transports. Et M. Jouty est un personnage qui sort de la DGAC, donc qui vient du ministère des Transports, donc lui-même. Alors, ce qui ne remet pas, soyons bien d'accord, ce qui ne remet pas en cause son expertise, sa qualité d'analyse, tout ce qui est dit ce soir, ce qui ne veut pas dire que le BEA est sous influence, mais c'est vrai que ce sont des éléments de décryptage, puisqu'on fait du décryptage ici, qui sont intéressants quand même à donner à nos téléspectateurs sur ces différences-là. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Quelque chose, c'est pour dire aussi que dans l'information, il ne faut pas aussi oublier de perdre de vue le fait que l'élément confiance est vraiment primordial dans cette question. C'est ça. C'est la crédibilité de la source. Et l'indépendance structurelle fait partie de la confiance. Et effectivement, et que ce que disait tout à l'heure mon collègue peut rejoindre tout à fait ce que vous disiez, à savoir qu'on ne peut pas, à ce niveau, donner des éléments qui vont permettre de construire des scénarios qui sont autres que ceux du BEA. Et par ailleurs,
aussi, il faut être très vigilant à l'exigence des familles de se connaître, de savoir ce qui s'est passé, s'il y a matière. Et à la profession. S'il y a matière, oui. Daphné Desrosiers. Il y a une chose aussi, on ne peut pas avancer, même s'ils ont entendu des voix et qu'ils auraient souhaité dire que les pilotes ont communiqué, il ne faut pas oublier qu'il manque quand même l'élément principal, c'est l'enregistrement des paramètres. Dire que les pilotes ont parlé déjà, d'accord, on va avoir un instant T, ils ont parlé à H plus 38 minutes du décollage. Maintenant, ce qui est important avant de se permettre d'analyser un élément du vol, c'est le corréler avec une action de l'avion. Donc on ne peut pas s'avancer, dire c'est comme si on montre une image sans le son, vous pouvez l'interpréter de diverses façons. Alors justement, cette deuxième boîte noire dont vous parlez, qui est attendue, il en a été question aussi dans cette conférence de presse. Alors là, pour le coup, le BEA a même remis en question une information qui avait été donnée par le président de la République lui-même. Écoutez. Une deuxième boîte noire est recherchée. Son enveloppe a été trouvée. Pas encore, hélas, la boîte noire elle-même. Ces rumeurs ne sont pas du tout confirmées. Nous n'avons pas localisé la boîte noire. Nous n'avons pas trouvé de débris dispersés de la boîte noire. Et dans l'histoire des accidents aériens, nous avons connaissance d'enregistreurs qui sont fortement déformés, abîmés, mais je n'ai pas en mémoire d'enregistreur qui soit réduit en petites pièces dispersées comme ça. Gérard Arnoux, on peut retrouver une enveloppe de boîte noire sans le contenu même de la boîte noire, sans les appareils qu'elle compose? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par le directeur du BEA. C'est un ensemble très solidaire, qui est fait pour résister à des chocs de cette gravité, qui est fait pour résister à des températures extrêmes. Donc le président s'est trompé sur ce coup-là, alors? Je pense que le président surtout était mal informé. Voilà, c'est comme quand on parle de récupérer les corps. Bon, c'est peut-être une figure... façon de parler. Quand vous voyez évidemment l'énergie qui a été dissipée au moment de l'impact, oui, on imagine ça nous rappelle Air Algérie. On y reviendra sur cette question des corps et de l'importance pour les familles des victimes qui vont se rendre sur place ce soir, mais donc juste sur cette question de la seconde boîte noire, on est d'accord, a priori, elle devrait être d'un bloc et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas retrouvée dans les heures ou dans les jours qui viennent. C'est ce que vous pensez, Daphné Desrosiers? La zone d'impact est quand même très dispersée, le terrain n'est pas accessible, le DFDR, l'enregistrement de paramètres de vol n'émet pas, donc c'est un travail de longue haleine pour les chercheurs qui sont sur place. Et il n'y a aucune certitude, effectivement, sur le fait de la retrouver, pour l'instant. Il n'y a aucune certitude, effectivement. Jamais, effectivement. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'a priori, elle pourrait, en tout cas, ou devrait être en bon état, malgré la violence de ce choc-là. C'est votre... En bon état. On a vu l'état de la première, on le voit là d'ailleurs. Mais ça n'a pas empêché la lecture. On peut imaginer que un état pareil sur l'autre, on peut l'imaginer, on peut imaginer le contraire. Voilà. Bon, donc en gros, on n'en sait rien. Le BEA dispose certainement des meilleurs équipements au monde, parmi les meilleurs au monde pour faire ce travail-là. Là, ils ont une réelle compétence à ce niveau-là, donc on peut espérer. Moi, je ne connais pas de boîte noire qu'on n'ait pas retrouvée, y compris Air Algérie, et dans des conditions à peu près similaires d'écrasement. Donc, je pense qu'on va la retrouver. Alors, il y a tout ce que le BEA ne voulait pas ou ne pouvait pas dire ce soir. Et il y a en revanche ce que l'on peut déjà affirmer, ce qu'il a affirmé. Et c'est d'ailleurs ce que vous nous disiez vous-même, messieurs, dames, hier sur ce plateau. L'explosion en cours de vol est à exclure. Trajectoire radar, elle arrive jusqu'à l'altitude, à quelques centaines de mètres près. Et en position, et même là la différence est exagérée pour que ça soit visible sur la carte, à quelques kilomètres près. Donc ça c'est une première indication claire que l'avion a volé jusqu'au bout. Deuxième indication, quand on voit ce type de site, ces dommages, bon certes éparpillés sur une zone qui paraît assez grande, mais qui sont réduits en des débris de toute petite taille, ça n'est pas du tout caractéristique d'un avion qui a explosé en vol. Voilà, c'est ce qu'on avait dit hier. L'avion a volé jusqu'au bout. La question est donc de savoir pourquoi il a adopté cette route fatale. La réponse, elle est... Parce que vous disiez il faudra attendre la deuxième boîte noire, mais on a envie de dire la réponse, elle est dans la première. A priori, il suffira d'entendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pour comprendre a priori ce qui s'est passé ou pas, non ?
Non, Daphné a raison, il faut les deux. Mais disons qu'en entendre une, ça permet déjà quand même de trier certains éléments. Hein, quand même, faut pas dire corréler, bien évidemment, pour faire une enquête sérieuse. Vous savez, moi j'ai déjà vécu un accident aérien. Rien que le rapport qui a été fait sur l'accident que nous avons vécu, c'est des centaines de pages. Donc ça, bien évidemment qu'on n'attend pas du BEA à ses conclusions. C'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Hein. On attend des éléments, voilà. Et je pense qu'il y en a déjà sur le CVR. Ça permettra surtout de supprimer des hypothèses. Voilà. Et notamment parce qu'elle était au cœur de la question qu'on se posait hier d'ailleurs sur ce plateau et qui a été reposée en conférence de presse, et c'est la question à laquelle le BEA n'a pas répondu, la question de l'état de conscience de ces pilotes. Parce qu'à partir de là, effectivement, il reste plusieurs hypothèses, mais en tout cas, ça en enlève d'autres, ce fameux état de conscience-là. Est-ce que vous ne pensez pas, Daphné Desrosiers, que ce soir, si on avait entendu les pilotes parler, par exemple, au moment où le contrôle les a appelés, c'est facile, hein, on connaît l'horaire. On va directement, je ne sais pas comment ça se passe, mais oui, c'est comme une clé USB, on connaît l'horaire, on y va directement, on entend le contrôle appeler. Seconde par seconde, oui, voire même moins que ça. On sait exactement où aller, on y va, on voit s'il y a une réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond ou pas dans le cockpit? Est-ce que c'est pas le genre d'info qui aurait pu intéresser les familles ce soir? Voilà, tout simplement, sans vouloir faire de polémique. Bon, déjà, ils n'ont pas répondu au contrôle puisque les conversations sont également enregistrées par les centres de contrôle régionaux et les tours. Donc déjà, si les pilotes avaient répondu ne serait-ce qu'au contrôleur, on le saurait. Oui, non, mais j'imagine qu'il faut qu'ils appuient sur un bouton. Voilà. Alors que là, c'est pas le cas. C'est que quoi qu'ils disent, on les entend. Donc il suffisait d'aller à ce timecode précis là pour savoir ce qu'ils étaient en train de se dire. Ah bah tiens, regarde, ils sont en train de nous appeler, on leur répond pas. Non, mais je dis n'importe quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Est-ce que personne ne parle? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Maintenant, en fonction du nombre de voix, ils savent pas combien il y a de personnes aussi dans le cockpit. Donc s'ils sont 3, s'ils sont 4, s'il y a des personnes qui parlent, comment identifier qui parle? Non, il suffit de savoir s'il est silencieux ou bruyant. C'est ça la question. La première question, c'est celle-là. Est-ce qu'on parle dans ce cockpit? Après, je suis d'accord avec toi, si on parle, effectivement, là, il y a un problème de tri. Mais si on ne parle pas du tout, bien déjà, ça permet quand même de... Je trouve qu'il est très dangereux techniquement, juridiquement, et pour les familles... c'est pas non plus quelque chose de très avantageux que de donner des informations parcellaires qui peuvent prêter interprétation. Et puis, je crois, encore une fois, pardonnez-moi, mais cet accident a eu lieu il y a 48 heures à peu près. Laissons quelques jours, au moins, peut-être quelques semaines au BEA pour faire correctement son travail, sans pression, y compris pression médiatique ou publique, y compris pression des familles. Aujourd'hui, il est évident que les familles ont besoin d'explications. Elles ont surtout besoin de savoir ce qu'il reste de leurs proches. C'est la principale préoccupation en cas d'accident aérien majeur comme celui-ci. Et de toute manière, nous savons tous ici que nous connaîtrons, nous saurons ce qui s'est passé. Oui, a priori. Ce qui m'embête, moi, c'est que quand même dans l'intervention du directeur, on lui pose une question. Non, alors une deuxième question, on lui demande s'il y a un acte d'intervention illicite. Il dit « je ne répondrai pas à cette question ». Donc voilà, il a reçu l'ordre de ne pas répondre, c'est tout. Alors, autre étonnement du jour, c'est la précision de la liste des passagers, ou plutôt son imprécision d'ailleurs, 24 heures après le drame. Cette liste est actualisée en permanence car, comme je l'ai dit, nous n'avons pas réussi à prendre contact avec l'ensemble des proches des victimes, mais cela va évoluer. La nationalité de certaines victimes n'est pas tout à fait établie, ce qui, dans certains cas, est lié à une double nationalité. Mais là encore, le ministère des Affaires étrangères fait le maximum pour nous aider à clarifier les choses. Est-ce qu'il faut s'en étonner de cette difficulté à établir une liste précise, comme ça, plus de 24 heures après le drame? Alors, cette non-information, en fait, est une très très bonne information. Le fait qu'il n'y ait pas de liste de passagers publiée, rendue publique, à 48 heures, à 72 heures ou même... Bon, il faut savoir qu'il y a aussi des textes de droit, notamment européens, qui obligent la compagnie aérienne à rendre publique la liste des passagers dans un délai de 4 jours, je crois. Mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous dites que c'est une bonne nouvelle, pour finir votre phrase? Oui, non, c'est une bonne nouvelle parce que... de mémoire, cet après-midi, ici même d'ailleurs, nous avons reçu l'information que Germanwings était en contact, je crois, avec 114 ou 120 familles. Oui, donc ils les préviennent avant, vous voulez dire, de donner la liste. C'est pas prévenir avant, c'est vérifier simplement que les personnes qui sont enregistrées à l'embarquement... C'est quoi une liste passager? Un manifeste passager. C'est une liste qui est établie par le chef d'escale,
qui est remis au commandant de bord, dans la réalité au chef de cabine, sauf erreur de ma part, et qui aujourd'hui a été remis à la direction de Germanwings et à la Lufthansa, qui doit vérifier que ces passagers étaient bien à bord, qui doit corroborer ces informations avec les prises de contact des familles. Et ça demande du temps. Et on ne peut pas se permettre la moindre erreur là-dessus. Bien sûr, mais là, ils ne savent pas précisément. Alors maintenant, on sait qu'il y avait une quinzaine de nationalités, mais enfin, ils sont encore en train de vérifier avec les ambassades, avec les consulats, les différentes nationalités. On nous a... Enfin, j'ai entendu dire aussi au cours des dernières 24 heures, quelqu'un qui expliquait que comme c'était un vol Schengen, finalement, Espagne-Allemagne, on n'a pas besoin de présenter les passeports. Et est-ce qu'il y a un sujet là? Est-ce qu'il y a quelque chose, puisqu'on est sur un drame européen, est-ce que là, on s'aperçoit à cette occasion-là qu'il y a un petit problème quand même de facilitation, de vérification de liste sur un vol Schengen? Le contrôle documentaire a été supprimé il n'y a pas très longtemps. Avant, il y avait une corrélation obligatoire avant de monter dans l'avion entre le billet détenu et l'identité de celui qui le détenait. Et puis, il a été décidé, pour des raisons que j'ignore, mais que vous connaissez peut-être, de supprimer ce contrôle qui faisait aussi perdre du temps, peut-être, à l'embarquement. Et j'y vois certainement peut-être une raison économique, c'est pas impossible, ou de facilitation, on va dire, qui là se révèle pour une fois défavorable, et qui peut être défavorable si vous avez par exemple des gens qui sont mal intentionnés, qui montent dans un avion et qui utilisent le billet de quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, ça serait plus grave, quoi. Hein. Là, je pense qu'on va finir par savoir qui était vraiment dans cet avion. Donc on va y arriver. Dernier point, la gestion des familles, des victimes et de l'émotion sur place. Alors justement, de l'émotion, il y en a eu aujourd'hui avec cet instant de recueillement qu'on va revoir. François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy ensemble. Une émotion qui s'est ensuite confirmée pendant la conférence de presse. La sécurité civile. Merci beaucoup et bon courage. Voilà, cette accolade improvisée, une émotion visible. Stéphanie Roquier, vous êtes à Vernet où étaient aujourd'hui François Hollande, Mariano Rajoy et Angela Merkel. Et les familles des victimes sont attendues dans les heures qui viennent. Oui, effectivement, c'est allé extrêmement vite pour ces familles car dès demain, donc 400 membres des familles de ces victimes sont attendus ici. Donc pour la plupart, des Allemands et des Espagnols vont donc arriver aux alentours de 10 heures à l'aéroport de Marseille. Ils vont donc être pris en charge, emmenés jusqu'ici. Et après, en partie, ils vont être logés sur la petite commune de Seynes-les-Alpes. Mais comme vous le savez, ce village est extrêmement petit, seulement 150 habitants. Alors bien évidemment, même si spontanément ces habitants ont proposé leur aide pour reloger toutes ces familles, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Alors la plupart seront logés à quelques kilomètres d'ici sur Digne. Alors sachez que sur la zone, il y a de très nombreux journalistes et ces journalistes sont bien évidemment tenus à l'écart de ces familles. Et demain, ce sera la même chose. Sachez qu'aujourd'hui, selon nos informations, une seule famille était déjà sur zone et comme je vous le disais, nous n'avions pas pu approcher de ces familles par respect donc pour leur deuil. Merci Stéphanie Roquier sur place pour iTélé, Malika Itaoudia. Ce sont des moments fondamentaux là pour ces familles. D'abord, en quoi c'est très important là, c'est les instants qui vont suivre cette nuit, leur arrivée sur place, et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Ce qui est important à savoir, c'est qu'on est dans les premières heures après le crash et que ce crash constitue pour ces familles une rupture de trajectoire. En tout cas, une date qui va marquer un avant et un après, indéniable. Et qu'il y a dans ce processus humain, face à la mort, quelque chose de très difficile. Il le devient encore davantage lorsqu'il s'agit de morts inattendues, soudaines, si violentes, et qui va venir perturber même le sens qu'on peut accorder à ce moment, à cet événement. Comment le qualifier? Et à partir de ce moment, la trajectoire que vont suivre l'ensemble de ces familles et qui vont traverser une épreuve réelle, dure, pour arriver à intégrer au final cet événement. Et c'est le moment où ils seront ensemble, parce qu'après ils retourneront chacun chez eux. Mais juste avant de parler de ce moment-là, je vais vous dire la trajectoire générale. Et dans cette trajectoire, ce qui est important, c'est surtout le respect de ces familles et de leur prodiguer, comme on vient de le voir, du soutien confirmé par les politiques, par la société civile et par les différents intervenants. Ils auront aussi besoin, vu le choc émotionnel, on est dans la phase de choc
à l'instant, l'instant présent, 16 heures, et que dans cette phase-là, ils auront besoin d'un accompagnement psychologique, de présence et de soutien. Ce soutien, en réalité, il permet deux choses, si on doit dire des choses ainsi. Ils auront besoin de ce moment pour qu'on leur valide en tant que professionnel de la santé mentale que les réactions qu'ils peuvent avoir, parce qu'elles peuvent être sont normales. Sont normales, exactement. Ça, c'est le message. Et le message, lorsqu'il est porté par un professionnel formé, a tout son poids. Et la deuxième chose, c'est de leur dire que dans la suite, on est dans l'immédiat, il y aura le post-immédiat, et que s'il y a des complications qui peuvent survenir, on peut intervenir, même ultérieurement. Il y a toujours des centres d'accueil spécialisés, comme le centre du psychotrauma. Il y a d'autres structures. Malheureusement, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a l'hôpital Tenant. Mais elles existent sur le long terme. Absolument. Alors, on va revoir une image. Ce sont des bus qui sont partis il y a quelques minutes, des autobus qui sont partis il y a quelques minutes de Barcelone, justement, tout simplement parce que certaines familles n'ont pas voulu prendre les vols affrétés par la Germanwings. Et c'est vrai que on s'interroge toujours dans ces cas-là, David Lefranc. On se dit, crash de Germanwings, on propose aux familles d'aller retrouver les disparus avec un vol Germanwings. Vous avez été travaillé pour des compagnies aériennes dans ce genre de situation. Évidemment, on se pose aussi la question, c'est quoi la réflexion qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Comment on le fait? Est-ce qu'on prend une autre compagnie? Non, vous avez raison. L'avantage que nous avons dans ce drame, c'est qu'il se situe en Europe. Donc on a les moyens effectivement de transporter les familles qui souhaitent se rendre sur place d'une autre manière qu'en avion, en car ou en train. Bon, je me souviens d'autres accidents à l'autre bout du monde où, évidemment, la situation ne prête pas ce type de transport, où les familles sont obligées, malheureusement pour elles, de prendre l'avion. Pour certaines d'entre elles, c'est une souffrance supplémentaire de prendre l'avion, effectivement. Elles vous le disent quand vous leur proposez le billet, elles vous le disent? Oui, bien entendu, oui, elles le disent directement aux compagnies aériennes concernées, elles le disent aux psychologues qui les accompagnent, mais elles ont la force, ces familles, de le faire néanmoins, ce voyage, parce qu'il est très important pour elles de pouvoir se rendre sur le site et de, le cas échéant, revenir avec les corps. Nous nous souvenons la semaine dernière de ce qui s'est passé avec l'accident dramatique d'hélicoptère en Argentine, où un certain nombre de familles ont exigé auprès de la boîte de production, de la maison de production, je dis exigé puisque comme on le sait il y a eu de fortes tensions entre la maison de production et les dites familles, ont exigé donc de se rendre sur place rapidement pour revenir avec les corps. C'est une démarche qui est très importante sur le plan psychologique et qui est tout à fait habituelle. Alors justement, on va en reparler et d'abord on va écouter les premières réactions de familles de victimes ce soir. C'est une famille belge, il y avait un Belge parmi les victimes. Écoutez la réaction de son frère et de sa nièce, on les écoute toutes les deux. Quand on voit des accidents à la télévision, on se dit oui, c'est triste pour les gens, mais quand ça vous touche directement, je peux vous dire que c'est quelque chose de... C'est horrible. Horrible. On a eu, comme papa dit, le fol espoir. Vous savez, le nombre de films catastrophes qu'on voit, il y a toujours des survivants dans les films, hein. Surtout dans les films américains. Bon, là, ici, je crois que c'est justement sur votre journal le soir que j'ai vu qu'il n'y avait que des morceaux. Alors, Malik Aoudia, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que quand on voit une catastrophe aérienne à la télévision, c'est différent. Quand on voit des films, dit-elle ensuite, on se dit toujours que oui, peut-être qu'il y aura des... C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de décalage entre la réalité et ce qui est devenu leur réalité. Exact. Mais cette réalité, en fait, elle nous concerne tous en tant qu'humains. J'allais dire, mais elle a même un substrat neurologique, physiologique. À l'intérieur de notre cerveau, on a une zone qui s'appelle le cerveau émotionnel, donc c'est le système limbique, une zone amygdalienne, une amygdale cérébrale responsable de toutes ces émotions. Et c'est-à-dire on est armé pour faire face à des émotions fortes. À l'exception d'une, c'est celle de notre propre mort ou de la mort de nos proches. Même si on est, vous pouvez prendre les soldats, lorsqu'ils sont entraînés, ils savent où ils vont. Rien n'empêche qu'ils peuvent développer des stress post-traumatiques. Donc, la question de la mort reste quelque chose de difficile et de perturbant pour l'humain. Dans perturbation, il faut entendre qu'il y a une première perturbation, on le voit à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que tout se perturbe, tous les systèmes vont se perturber, familiaux, parce qu'il faut penser aussi à lorsqu'il s'agit d'un père de famille, d'une mère de famille, lorsque la fratrie pour les adolescents. Tout ça, il faudrait vraiment les intégrer. Donc, il y a une désorganisation qui va se mettre en place, d'où l'importance de l'accompagnement social, juridique et psychologique. Mais je voulais juste préciser une chose par rapport au corps. Lorsqu'on entend, il y a une chose aussi qu'on entend assez régulièrement. Je pense qu'il faudrait
qu'on précise un peu cet aspect-là. La question des corps. Ouais. La question des corps est certes importante, mais on peut envoyer un signal aussi aux familles que si le deuil, effectivement, passe par le corps. Et lorsqu'il n'y a pas le corps, ça reste difficile. Mais le deuil est possible. Ça, c'est très difficile et il nécessite un accompagnement qu'elles peuvent avoir. Alors pour elle, le deuil a commencé quand elle a vu ces images que vous avez vues aussi sur vos écrans hier, ces images de débris par milliers, par millions, où on imagine bien effectivement que de corps, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Là, ce sont les plus grosses pièces de l'avion que l'on peut retrouver. Cette question, demain, elle va se poser. Est-ce que les familles doivent être élitrayées sur place pour celles qui le réclament? Est-ce qu'elles doivent survoler la zone du crash pour celles qui le réclament? C'est quoi la règle dans ces cas-là? Il n'y a pas de règle. Il y a, comment dire, des faits similaires qui se sont produits, notamment en haute montagne. Je pense notamment à des accidents aériens en Amérique du Sud, où effectivement il y a eu des survols. Descendre, là en l'occurrence, sur le site même, sûrement pas. Et alors, sur un plan psychologique, je suppose, je ne suis pas psychologue, mais je suppose que ce serait catastrophique. En tout cas, vous, en gestion de catastrophe, vous ne l'auriez pas recommandé. Voilà. Une descente sur place, sûrement pas dans l'état actuel des choses. Mais un survol, ça a déjà été fait. Comme un adieu, en quelque sorte, oui, mais à distance. Tout à fait. Je vais juste rajouter par rapport à ça, je ne pense pas, de façon générale, que les familles puissent se mettre en danger pour accomplir un tel rituel, aussi nécessaire soit-il. Ils trouvent toujours, ils ont une ressource extraordinaire. Écoutez les familles, les aider, parce qu'ils élaborent aussi leur façon d'accomplir cet adieu, ce rituel, de façon très pénible, difficile, mais sans, à mon avis, le faire dans des conditions à risque. Daphné Desrosiers, vous vouliez envisager un élitreuillage, je pense, d'un membre de la famille, ça engage quand même une certaine sécurité, parce que c'est pas anodin, et je pense que les personnes qui font des élitreuillages, ils sont parfaitement entraînés. L'hélicoptère se met dans des positions qui peuvent être difficiles, l'accès est difficile, on est en montagne avec une aérologie très particulière, on va peut-être pas surenchérir dans la gestion du risque. Et sur cette question, justement, à l'arrivée, il ne reste plus rien. Justement, moi, j'ai peut-être un petit éclairage à apporter là-dessus. Je représente les familles brésiliennes du Rio Paris, d'ailleurs, ici. Et également, j'ai eu à rencontrer des Burkinabés pour le crash de Air Algérie. Il y a des différences culturelles et religieuses éventuellement, qui sont importantes. Et qui vont se retrouver là parce qu'on a 15 nationalités de 5 continents. Voilà, et je sais par exemple que pour nos amis brésiliens et burkinabés, il était absolument essentiel d'avoir ne serait-ce qu'une illusion de corps. Ne serait-ce que ça, et à quelque chose, voilà, il fallait... À quoi se raccrocher? Ce que dit M. Arnaud est très très important, parce qu'à ce stade, la Lufthansa, puisque c'est la Lufthansa qui va gérer tout ça, et ses assureurs, dès à présent, enfin depuis hier, doit prendre en considération l'identité effectivement des ayants droit, des familles, mais aussi la culture, les traditions, y compris les traditions religieuses, afin de respecter des valeurs, de ne pas heurter les sensibilités. Et c'est une adaptation qui demande une logistique, une préparation. Alors, les compagnies américaines ont cette expérience, Air France, malheureusement, a cette expérience, pas la Lufthansa. Merci, messieurs, dames, de vos expertises et éclairages respectifs. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir, un peu plus de 24 heures après ce drame. Vous restez avec nous à suivre le sport qui, lui aussi, a été marqué par ce drame. Un hommage solennel dans le Fritz-Walter Stadium. C'est en Allemagne, avant le match Allemagne-Australie. Les deux pays n'oublient pas non plus leurs disparus. À tout de suite.